Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans Malinov, l'émission qui vous plonge au cœur des révolutions technologiques du Mali, de l'Afrique et du monde entier. Le sommaire, c'est tout de suite. Meta utilise désormais les données personnelles de ceux et celles qui ont consenti volontairement ou involontairement pour entraîner ces systèmes d'IA. Meta et intelligence artificielle des données personnelles au cœur de la machine, mais qu'en est-il des utilisateurs maliens? Malinov se penche sur le sujet. Première plateforme de communication multicanal en Afrique, l'Africa Mobile propose aux entreprises et aux organisations des solutions leur permettant de créer et maintenir un lien fort avec leurs clients ou utilisateurs sur le téléphone mobile. Le représentant pays de l'entreprise, M. Sidiya Sidibé, est notre invité ce soir. Il nous partagera comment l'Africa Mobile transforme la manière dont les entreprises communiquent avec leurs clients. Comme vous le savez, le géant du numérique Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, poursuit sa course effrénée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Une annonce majeure vient raviver le débat mondial sur la confidentialité numérique. L'entreprise prévoit désormais d'utiliser les données personnelles de ses utilisateurs pour entraîner ses systèmes d'IA, y compris les anciennes conversations, les publications et les interactions. La date butoir pour s'y opposer étant passée, sommes-nous conscients des enjeux? Nous avons voulu connaître l'opinion des Maliens passionnés de digital. On vous partage cela. Depuis le 27 mai 2025, Meta a commencé à utiliser les données publiques de ses utilisateurs pour entraîner ses systèmes d'intelligence artificielle. Cette décision, bien que controversée, reste largement ignorée au Mali, où la sensibilisation aux questions de protection des données personnelles est encore limitée. Dans le pays, le sujet reste encore peu connu, voire ignoré par une grande majorité d'utilisateurs de ces plateformes. À Bamako, nombreux sont ceux qui utilisent quotidiennement Facebook ou WhatsApp sans réellement comprendre comment leurs données sont collectées, stockées ou utilisées. Mariam, développeuse full stack, est une des rares à avoir refusé de donner son accord pour l'utilisation de ces données. Le fait qu'ils utilisent des données personnelles pour entraîner les IA est un peu obligatoire pour les rendre meilleurs et tout, mais ce que je reproche à Meta, c'est de ne pas assez sensibiliser les utilisateurs. Il y a beaucoup qui ont accepté par défaut, qu'on utilise leurs données personnelles sans savoir l'enjeu derrière. Bon, j'ai refusé, je suis partie dans les paramètres, je pense, de mon compte pour refuser ça. Parce que déjà, de le modèle Llama, l'IA de Meta, est limité. On n'a pas accès à ça au Mali. Donc, donner mes données personnelles pour un truc que je ne peux même pas utiliser. Et deuxièmement, pour le côté éthique aussi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on utilise mes données personnelles pour entraîner quelque chose, quoi. Surtout si on n'est pas assez clair sur le process derrière. Pourtant, le Mali n'échappe pas à l'ère du numérique. Avec une pénétration croissante d'Internet et une jeunesse ultra connectée, les données générées par les utilisateurs maliens représentent un vivier important pour les géants du web. Mais cette absence de sensibilisation et de cadre juridique clair laisse les citoyens largement exposés à une utilisation massive de leurs informations personnelles sans qu'ils n'en mesurent l'impact. Conséquence, c'est qu'ils sont plus exposés. Et notamment si on est exposé, ça peut rentrer dans n'importe quel type d'offre, ça dépend de votre mode de vie. Et selon votre mode de vie, on peut trouver vos attractions, ce qui vous attire, et notamment vous faire des propositions dans ce sens-là. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller vers de l'autodestruction, okay? Ça peut aller vers les gens qui ont changé de mode de vie, mais qui retombent dans leur mode de vie. Ou autre. Ça peut aller dans la consommation, parce que nous avons des comportements d'achat déjà sur Meta, et ça va continuer à nous offrir en fait, cet environnement de façon beaucoup plus poussée. C'est un outil comme d'autres outils de l'intelligence IA, mais toute chose a ses avantages tout comme ses inconvénients. Nous sommes dans un monde où les données deviennent de plus en plus cruciales et la protection des données sont aussi au cœur et au centre des stratégies nationales tout comme internationales. Alors le déploiement de ce TIA, si les alternatives amènent à collecter nos données sans nos consentiments, cela peut causer problème. Et l'un des avantages peut être pour des personnes qui sont des entreprises qui souhaitent référencer leurs services ou leurs activités peuvent accepter ces données-là. Mais par contre, pour les personnes souciées de protéger leurs données personnelles, je pense ne pas l'accepter serait favorable. Parce que dans un monde où tout est connecté, maintenant la cybersécurité doit être renforcée et la cybercriminalité est de jour en jour amplifiée chez nous au Mali. Cependant, au-delà des inquiétudes, certains spécialistes soulignent aussi les opportunités d'un tel tournant technologique.
L'intelligence artificielle, nourrie par des données locales, pourrait à terme permettre la création de services plus adaptés aux réalités africaines. Assistance vocaux parlant des langues nationales, filtres anti-fake news sur mesure, outils ACTA d'aide à l'apprentissage pour les élèves maliens, etc. C'est plus facile de refuser que d'accepter. Si vous voyez qu'aujourd'hui on est là, aujourd'hui on parle de l'IA, c'est que quelque part d'autres personnes ont utilisé les données. Et les données sont toujours nécessaires des fois. Donc si Meta nous a donné par exemple Facebook depuis 2009 ou je ne sais pas quoi, on utilise Facebook gratuitement, la moindre des choses c'est de les donner. La moindre des choses. Et c'est grâce à ces données-là qu'on est arrivé à avoir l'intelligence artificielle, à créer d'autres domaines comme les big data. Mais si tout le monde commence à refuser les données, qu'est-ce qu'on va pouvoir innover? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et même si on refuse de donner nos données, qu'est-ce qu'on va en faire, nous personnellement? Les métadonnées qui se trouvent sur Facebook, sincèrement, moi, qu'est-ce que je vais en faire? Ça n'a d'aucune utilité. Ça peut les profiter à eux. Dans cette perspective, l'utilisation des données personnelles lorsqu'elle est encadrée, transparente et consentie peut s'avérer être une formidable opportunité. Car après tout, participer à l'entraînement de ces systèmes, c'est aussi revendiquer une place dans la grande révolution technologique mondiale. Refuser d'y contribuer, ce serait risquer d'en être absent et donc de voir nos réalités, nos langues et nos besoins oubliés par les intelligences artificielles de demain. Les trop longs emails reçus sur Gmail seront désormais automatiquement résumés grâce à Gemini, l'intelligence artificielle de Google. Jusqu'à présent, les utilisateurs devaient cocher la case « Résumer cet email » pour obtenir une synthèse via Gemini. Elle s'affichera désormais automatiquement en haut du message pour les conversations longues ou comportant plusieurs messages afin d'offrir un résumé des points clés du fil de discussion. Il est déjà disponible depuis plusieurs mois à la demande pour certains abonnés de Google Workspace. Lorsqu'un échange est jugé trop long, cette option permettra à l'IA de synthétiser les données, les échanges, les courriers sans que l'utilisateur n'ait à en faire la demande. Une avancée notable pour les utilisateurs submergés par les conversations volumineuses. L'IA affiche en haut du fil de discussion un encadré gris contenant une synthèse sous forme de liste à puces. Cette synthèse est mise à jour à chaque nouvelle réponse dans la conversation. Pour l'instant, cette fonctionnalité ne sera accessible qu'en anglais et uniquement aux utilisateurs payants de Google Workspace, notamment en entreprise. Elle nécessite également d'avoir activé les fonctionnalités intelligentes de Gmail par défaut, qui sont désactivées par défaut pour des raisons de conformité avec la réglementation européenne sur la vie privée. Ce déploiement progressif s'inscrit dans une stratégie plus large du géant américain qui veut faire de Gemini un assistant transversal dans son écosystème de services. L'IA est déjà présente dans le Google Play Store pour aider à la découverte d'applications, ainsi que dans Google Meet où elle propose des traductions audio en temps réel. Des applications de scan, nous en avons parlé. Des révolutionnaires avec de l'IA au plus basique, mais avec des fonctionnalités utiles. Aujourd'hui, nous vous informons que vos besoins en scan de documents seront facilités par WhatsApp. Oui, WhatsApp, vous ne rêvez pas, on vous montre ça dans l'astuce du jour. Les amis, nouvelle fonctionnalité sur WhatsApp qui est hyper intéressante et super pratique et je pense que vous allez l'utiliser assez souvent. Donc regardez bien l'astuce jusqu'à la fin pour tout comprendre. Première chose à faire, si votre WhatsApp n'est pas à jour, vous devez vous rendre dans le store et mettre l'application à jour. Ça sera très important pour la suite. Ensuite, ouvrez WhatsApp. Vous irez donc plus en bas à gauche et dans sélectionner documents et dans documents, vous allez voir qu'en plus de sélectionner des fichiers et des médias, vous allez avoir une nouvelle option maintenant qui s'appelle numériser les documents. Vous appuyez dessus et vous allez pouvoir scanner un document peu importe le format du papier. Une fois le scan fait, vous allez pouvoir le modifier et rogner et l'ajuster pour que ça matche bien avec ce que vous voulez. Après, vous allez dans couleur et là, vous pouvez choisir de garder en couleur ou en noir et blanc ou avec d'autres niveaux de gris. Vous pouvez choisir de faire de la rotation si votre document n'est pas dans le bon sens. Et une fois que vous avez fini, vous validez vos changements. Et si vous avez d'autres pages à scanner pour le mettre dans le même document, vous avez juste à continuer le scan avant d'enregistrer. Une fois que vous avez tout fini, vous pouvez enregistrer votre fichier en PDF. Ça sera prêt à être envoyé à vos contacts en un simple clic. Vous pouvez aussi sauvegarder le fichier en question pour l'envoyer par mail si cela vous arrange.
Voilà, ce n'est pas aussi complet que certains scanners qu'on vous a déjà conseillés dans de précédentes astuces, mais ça reste une astuce utile pour quelqu'un qui est dans le besoin urgent. Faites-en bon usage et à la prochaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un acteur important de l'écosystème du numérique en Afrique. Il s'agit de l'Africa Mobile, une plateforme qui propose des services numériques multicanal pour les entreprises, leur permettant d'être plus proches de leurs clients. Pour en parler, nous recevons le directeur pays de la structure, M. Sidiyaya Sidibé. Bonjour. Bonjour M. Sidibé, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Malinov, ce magazine qui traite notamment sur la technologie, domaine dans lequel votre entreprise, sinon la structure que vous représentez, excelle. C'est ça. Donc, parlez-nous de l'Africa Mobile. Bien, donc merci déjà de me recevoir sur votre plateau. Et l'Africa Mobile, en fait, c'est une structure qui est au Mali depuis, disons, 2017, mais c'est une structure qui existe depuis 2014. Voilà, donc la société mère est basée au Sénégal, mais avec des représentations dans pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et tout récemment en Afrique centrale. Donc l'Africa Mobile, c'est un opérateur de services mobiles, voilà, dans la catégorie de ce qu'on appelle les fournisseurs de services à valeur ajoutée. Voilà, donc on est agrégateur en quelque sorte. Et ce qu'on propose, c'est une plateforme de communication digitale qui agrège plusieurs canaux de communication en fonction des cibles. Quels sont ces canaux de communication? Bien, donc déjà on a des technologies par exemple comme le SMS. Donc il y a deux types d'SMS. Il y a le SMS pull, le SMS push. Le SMS push, c'est le SMS sortant qui s'adresse au client directement. Et le SMS pull, c'est celui qui donne la possibilité au client directement d'envoyer aussi des SMS, soit pour interroger un système, ou soit pour avoir un avis lors des sondages, par exemple, ou des votes. Okay. Vous voyez qu'on donne la possibilité aux clients finaux de pouvoir également envoyer des messages pour pouvoir voter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le SMS pull. On a également l'USSD. Aujourd'hui, l'USSD, c'est une technologie qui est assez importante, en ce sens que tout le monde ne dispose pas aujourd'hui de smartphone. Ouais. Et en termes de connectivité aussi, certaines zones n'ont pas accès à Internet. Et le pouvoir d'achat aussi de certaines personnes, catégories de personnes, ne leur permet pas d'avoir des téléphones high-tech, etc. Donc c'est une technologie qui fait bien le poids dans les zones les plus reculées. Exactement. Donc c'est une technologie aujourd'hui qui est une alternative aux applications mobiles. Donc tous les services qu'une application mobile propose, donc avec l'USSD, on peut également avoir accès à partir d'un simple téléphone de 5 000 francs, disons. Voilà, on peut avoir accès à tous les services qu'une application mobile propose. Il suffit juste de composer par exemple Jazz 102 Jazz et on a accès à tous les services. Voilà. L'Africa Mobile se définit à travers vos dires comme la première plateforme de communication multicanal en Afrique. Est-ce que vous entendez par là que vous êtes la première structure notamment à exister ou bien la première structure qui propose ces gammes de produits? Nous ne sommes pas la première structure à exister sur ce plan-là, mais la première qui agrège plusieurs canaux. Voilà, on se considère comme multicanaux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a compris que la problématique réelle des clients, sinon des sociétés, de toutes les structures également, la problématique majeure, c'était de pouvoir adapter le canal de communication qui convient à la cible qu'il faut. Voilà. Donc nous, on est multicanal parce qu'on propose en tout 8 canaux de communication, contrairement à tous nos concurrents qui en proposent peut-être 2 ou 3. On est, tout de suite, je vous ai parlé du SMS que nous faisons. Nous faisons également l'USSD, la voix, le bill payment, le airtime. Et aussi, on a notre tout nouveau bébé qu'on appelle le TTS, voilà, le text to speech, à travers l'IA aujourd'hui, qui donne la possibilité de vocaliser les messages. On vous donne aujourd'hui la possibilité de rédiger votre message écrit. Notre plateforme, transforme ce que vous avez écrit en langue bambara écrite. Et il a la possibilité également de le vocaliser. Est-ce que ce sont ces différentes gammes qui vous rendent, qui font votre particularité par rapport aux autres? Exactement. Et on est également multi-opérateur parce que nous, on agrège aujourd'hui plus de 66 opérateurs à travers le monde. Quelles sont les cibles principales? Aujourd'hui, je peux dire qu'on touche pratiquement plusieurs secteurs d'activité. Banque, assurance, fintech, microfinance, transport logistique, commerce, distribution, voilà.
Et qui sont les plus utilisateurs parmi cette panoplie de cibles? Je peux dire tout le monde, parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire en termes de relations clientèle, en termes de fidélisation clientèle, on a certains secteurs d'activité qui peuvent utiliser des solutions comme l'API WhatsApp Business. Donc l'API WhatsApp Business également, on le propose. C'est une solution en fait qui permet aux structures qui sont dans le transport et logistique de pouvoir directement interagir avec leurs clients. C'est-à-dire à travers l'envoi de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers également visuels. Voilà. Donc vous, par exemple, si vous êtes dans le domaine du transport et logistique, vous avez un client qui souhaiterait savoir l'évolution du parcours de son colis, etc. etc. Donc à partir de l'API WhatsApp Business, on donne cette possibilité-là. Et on va plus loin avec l'option chatbot. Voilà, l'option chatbot qui permet d'interagir directement avec le client, plutôt que d'avoir quelqu'un derrière qui systématiquement répond aux questions. Et l'option chatbot, il y a une intégration de l'intelligence artificielle? Absolument, voilà. Donc l'integration qui est faite derrière, c'est de l'intelligence artificielle qui donne la possibilité au système de pouvoir répondre automatiquement aux requêtes des clients. Donc en fonction des questions récurrentes, le système automatise les réponses. Voilà. Est-ce qu'on a des technologies différentes pour chaque offre? Vous avez parlé de 8 offres que vous avez. Ok, donc on parle de 8 technologies. C'est ça. Donc le SMS, vous le connaissez déjà. Donc c'est les SMS personnalisés avec le nom de la boîte. Quand vous faites un retrait à la banque, vous recevez une notification SMS personnalisée avec le nom de la, de la banque en question. Le AirTime par exemple, c'est... Bon, en fait, on dispose de toutes ces API. Voilà, les API, en fait, c'est des systèmes informatiques qui permettent d'interconnecter deux systèmes différents. Voilà, c'est-à-dire que ce soit une assurance, une société d'assurance, une société de microfinance. Ils disposent de leur API. Nous, en fait, on se situe comme intégrateur de solutions. On se situe comme intermédiaire entre la structure et le client final. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et une agence de communication classique qu'on a l'habitude de voir? Bon, nous, déjà, je veux vous dire que notre particularité en termes de, disons, légalisation, législation ou légifération, si vous préférez. Aujourd'hui, notre objectif, c'était vraiment d'être en règle, en phase avec la loi. Donc aujourd'hui, on est agrégateur. Voilà, c'est agrégateur au niveau de l'AMRTP. Ça veut dire qu'on est reconnu au niveau de la réglementation en vigueur comme fournisseur de services à valeur ajoutée, agrégateur USSD. On a également l'agrément au niveau de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Donc c'était vraiment pour se conformer à toutes ces législations qui existent là, pour pouvoir exercer librement notre activité. Justement, vous venez de marcher sur ma langue en répondant quelque part à la question que j'allais poser, parce que j'allais demander qu'en est-il de la protection des données personnelles, parce que dans vos différentes offres, on a quand même les données personnelles qui interviennent. Absolument, absolument. Parce qu'aujourd'hui, il faut déjà saluer l'initiative des autorités par rapport à cette réglementation-là. Parce que ça... Bon, certains diront que c'est abusé, mais moi je dirais que c'est pour nous-mêmes nous protéger d'abord. Voilà, parce que nous, en tant que structure qui évolue dans le secteur du digital, on est appelé à manipuler beaucoup de données personnelles des clients. Voilà, donc à partir d'un simple numéro d'un client, aujourd'hui, vu qu'on exige l'identification à travers un numéro, à partir du numéro d'un client, on peut avoir accès à pas mal d'informations sur ce client-là. Donc s'il n'y a pas la réglementation qui va avec, ça veut dire que beaucoup de personnes peuvent se sentir lésées. Nous, on ne met pas à disposition une base de données. C'est le propre client qui envoie sa base de données. Il utilise juste notre plateforme. L'Africa Mobile existe dans plusieurs pays, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Aujourd'hui, vous avez combien de représentations au total? Au total, nous avons 6 succursales et une présence physique dans 20 pays, pratiquement. Quel est votre impact sur le terrain, on va dire? Notre impact, c'est que nous, on se positionne en fait comme facilitateur. Facilitateur parce qu'aujourd'hui, les opérateurs de téléphonie mobile n'ont pas la capacité, ou ne veulent pas plutôt, donner la possibilité aux clients finaux d'avoir accès à certaines solutions. Voilà, donc il y a des solutions aujourd'hui, vous, en tant que citoyen lambda, vous souhaitez par exemple utiliser une solution quelconque, par exemple pour pouvoir toucher vos clients. Vous ne pouvez pas avoir cette capacité-là parce que vous n'êtes pas positionné dans l'écosystème comme quelqu'un qui peut vraiment disposer de cette solution-là. Et nous, on se positionne un peu comme facilitateur parce qu'on permet de fournir ces solutions que les opérateurs proposent aux clients finaux.
Voilà pourquoi on se considère comme fournisseur de services à valeur ajoutée. Donc, on est... Alors, parlons de valeur ajoutée. Donnez-nous des exemples concrets de services que vous avez réussi, quoi, où vraiment vos clients sont contents, les technologies, ça a vraiment apporté cette valeur ajoutée-là. Ok. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'USSD. On a un client, par exemple, dont je vais taire le nom. Oui. Voilà, donc, ce client, il était confronté à une problématique. Ça veut dire aujourd'hui, l'objectif de toute structure, c'est de pouvoir toucher ses clients. L'objectif de toute structure, c'est de pouvoir communiquer avec ses clients. Et il y a des barrières linguistiques, il y a des barrières qui font qu'aujourd'hui, certaines catégories de personnes ne savent ni lire ni écrire. Justement, est-ce que la langue est adaptée à chaque pays? Exactement. Aujourd'hui, je vous ai parlé du TTS, le Text-to-Speech, et on a développé une solution aujourd'hui qui couvre pratiquement 5 langues. Le Wolof, le Bambara, le Djoula, le Lingala, et aujourd'hui on est en train de développer le Swahili. Voilà. Et le Fongé également qui est en cours d'élaboration. Donc c'est pour vous dire en fait que nous, notre impact, c'est beaucoup plus de permettre à toute structure, quelle que soit sa zone, de pouvoir atteindre ses clients finaux. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des personnes par exemple qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, mais ces personnes-là, elles ont besoin d'être informées, sensibilisées. Et même avec le gouvernement également, ils ont besoin de communiquer avec certaines catégories de personnes. Et là où l'USSD entre en ligne de compte. Voilà, il y a l'USSD, il y a le TTS également qui répond à ce besoin-là. D'accord. Maintenant, comment est-ce que votre plateforme s'adapte notamment à l'évolution technologique? Parce qu'on voit que ça avance très très vite. Exactement. Comment est-ce que vous vous adaptez? On essaie d'innover parce que bon, l'Africa Mobile, il faut dire que c'est pratiquement plus de 10 ans d'innovation. Voilà, donc... au départ, on était à 2 solutions. Aujourd'hui, nous sommes à 8-9 solutions. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on essaie de suivre un peu la tendance. Et nous, d'ici peut-être l'année prochaine, on espère, on a fait une levée de fonds tout récemment de près de 5 milliards de francs CFA. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir capitaliser cet investissement-là pour pouvoir innover toujours, pour pouvoir créer de nouvelles solutions, pour pouvoir apporter plus de solutions aux clients et pouvoir vraiment impacter l'écosystème. Voilà. Vous êtes présent dans plusieurs pays, comme je l'ai dit, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, mais en termes de marge, quelle est la maison mère? C'est au Sénégal. Maintenant, en termes de marge, quel est le pays qui sort vraiment du lot? Je peux dire qu'aujourd'hui, tous les pays où nous avons une succursale, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, la France, la RDC, le Burkina, voilà, et la société mère au Sénégal, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, je peux dire qu'en termes de chiffres, chacun des pays arrive à s'en sortir, mais une mention spéciale, par exemple, pour le Mali. Enfin, bon, faut dire aussi qu'aujourd'hui, malgré toutes les difficultés qu'il y a, on essaie vraiment de pousser nos solutions. Et aujourd'hui, le Malien est assez réceptif à tout ce qui est nouveau. Tout ce qui est nouveauté, le Malien est curieux d'aller vers ces solutions-là. Et nous, notre particularité, dès le départ, je vous ai dit qu'on est multi-canal. Et notre particularité, c'est vraiment d'offrir une diversité de solutions à toutes les structures. Voilà. Ok, étant donné que le marché malien fait partie de vos importants marchés, c'est ça. Quelle est l'ambition sur le marché malien? Nous, notre ambition est de vraiment nous imposer. Voilà. Et moi, bon, en tant que représentant de la structure au Mali, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir booster les choses, de pouvoir nous faire imposer comme étant le meilleur agrégateur dans l'écosystème malien. Et pour cela, je pense que, bon, on a l'habitude de dire de consommer malien. Voilà. Et aujourd'hui, les gens sont réticents souvent à tout ce qui est malien. Voilà. Et cette personne qui est aujourd'hui le représentant de la structure malienne, bon, je suis un Malien, et moi, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir aussi aider les structures maliennes à pouvoir créer des liens avec leurs propres clients. Voilà. Et nous, comme je vous l'ai dit également au départ, notre objectif premier, c'est d'aider les entreprises à pouvoir communiquer avec eux-mêmes leurs propres clients. Donc, en termes de fidélisation aujourd'hui clientèle, il est extrêmement important de garder toujours un contact avec son client. Et je pense que nos solutions répondent parfaitement
à ce besoin-là. À vous entendre parler, on a l'impression que l'Africa Mobile, ça se porte très bien, quel que soit le pays d'implantation. Est-ce à dire que vous ne rencontrez pas des défis? On sait que la vie entrepreneuriale, elle est parsemée d'embûches. Quels sont les défis de l'Africa Mobile? S'il n'y en a pas, vous le dites aussi. Bon, le premier défi, je vous dirais que déjà c'est la concurrence, qui est assez rude, mais c'est bien aussi parce que ça nous pousse à toujours aller au-delà de nos limites. Il faut dire que ça, c'est l'environnement des affaires. Voilà, l'environnement des affaires, voilà. Donc ça fait que ça pousse toujours à faire plus. Donc le principal défi, je dirais que c'est beaucoup plus sur le plan organisationnel. Organisationnel parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit qu'on était le premier agrégateur de services à valeur ajoutée voilà, en Afrique. Pourquoi? Parce que la législation qu'il y a au niveau du Sénégal, que beaucoup de pays considèrent comme modèle aujourd'hui dans l'écosystème du numérique, je pense qu'on pourrait adapter, sinon s'inspirer de ce modèle-là pour essayer de changer un peu les choses ici côté opérateurs et autres. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire encore sur ce plan. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau du régulateur, au niveau des opérateurs, au niveau des autorités en un mot. Étant donné qu'il y a beaucoup de choses à faire, vous voulez vous placer en tant qu'acteur important pour amener à ce changement? Exactement, comme vous l'avez répété dès le départ, on a 10 ans d'innovation, 10 ans d'expertise. Et l'Africa Mobile aujourd'hui, on ne se positionne pas seulement comme revendeur de solutions, mais on se positionne aussi comme conseiller numérique. Voilà. Donc je pense que sur ce plan-là, il y a quelque chose à également faire avec nous. Un conseiller numérique, une entreprise qui se déploie en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, qui veut prendre énormément de parts de marché, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou encore d'autre part en Afrique. Voici le leitmotiv de l'Africa Mobile. Nous étions avec le représentant, sinon je dirais le directeur pays au Mali, M. Sidiya Sidibé. Merci pour ces éclaircissements. Et vous, j'espère que vous avez été ravis d'en savoir un peu plus sur l'Africa Mobile. C'est tout pour ce soir.